Depuis l'automne 2019, la Turquie et les forces kurdes du nord de la Syrie demandent à la communauté internationale de récupérer leurs ressortissants qui croupissent soit dans des prisons ou soit dans des camps. Ils y sont depuis la chute du califat autoproclamé de l'organisation djihadiste Daesh. Une quarantaine de Canadiens demandent aussi à être rapatriés. Qui sont-ils et comment le Canada peut-il gérer ces retours? On en parle avec David Morin et Raïda Hassan, mais avant, un résumé de la situation. Et moi, j'ai tué personne et je pense qu'ils n'ont pas de preuves déjà pour me juger. Voilà, j'ai rien fait du tout. La question du retour des extrémistes dans leur pays d'origine est épineuse. Après la guerre contre l'État islamique, certains pays occidentaux font face à ce problème aux multiples enjeux. Pas tous combattants, pas tous djihadistes, souvent très jeunes, certains de leurs ressortissants sont des femmes avec enfants ou même des mineurs non accompagnés. Dans un rapport publié mi-janvier 2020, la commission d'enquête indépendante et internationale de l'ONU appelle au rapatriement des enfants de djihadistes étrangers en Syrie. Mais l'opération n'est pas simple car il faut identifier les individus et enquêter sur leurs actions. Et puis il y a des combattants étrangers venus de 72 pays différents qui sont dans des camps et des prisons contrôlés par les forces démocratiques syriennes. Il importe d'assurer toute notre vigilance pour que cette sécurité-là soit maintenue. Les gouvernements français, belges et canadiens, entre autres, s'efforcent de récolter les preuves nécessaires à une éventuelle judiciarisation de ces individus. S'ils restent sur place, ils pourraient être condamnés à la peine de mort. Le Canada envoie des délégations pour les repérer. Une centaine de Canadiens, dont 20 Montréalais, auraient quitté le pays pour aller grossir les rangs du groupe armé État islamique depuis 2013. لاحظنا نحن إدارة مخيم الهول بأن المراكز الرعاية التي في المخيم تفتقد إلى الكثير من الخدمات الأساسية لدى الطفل. Les forces kurdes en Syrie et en Irak ont un rôle majeur à jouer dans la gestion du retour, puisqu'ils contrôlent plusieurs prisons où sont confinés des milliers de détenus, dont de nombreux étrangers. La question du rapatriement de ces individus est humanitaire, judiciaire, mais aussi sécuritaire, puisqu'il s'agit d'éviter qu'ils se retrouvent en errance sur le terrain. Après le retour, les gouvernements devront gérer le défi de la réadaptation et de l'intégration des voyageurs extrémistes dans la société qui les a vus partir pour des terrains de guerre. Nous avons avec nous aujourd'hui David Morin, professeur à l'Université de Sherbrooke, ainsi que Raïda Hassan, professeur à l'UQAM. Ils sont tous les deux co-titulaires de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Bienvenue à tous les deux. Merci. Vraiment contente de vous avoir aujourd'hui pour parler de cette question qui est assez épineuse. L'automne dernier, la Turquie a envoyé un peu un électrochoc en disant aux pays occidentaux notamment que c'était le temps de récupérer leurs ressortissants. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a amené vers cette initiative de la Turquie? Plusieurs choses, mais c'est clair qu'en fait, c'est une conjonction de facteurs. Le retrait américain, évidemment, le fait que la Turquie rentre et que finalement les Kurdes se retrouvent un peu pris sur plusieurs fronts. Ce sont surtout eux, les Kurdes, qui ont dit qu'ils ne souhaitaient pas être les geôliers de l'Occident. Et on sait qu'effectivement, il y a eu beaucoup de prisonniers qui sont détenus. Donc je pense que le focus à l'heure actuelle est moins sur les prisonniers et plus sur les opérations dans la région. Donc ça a un peu poussé effectivement ces gouvernements-là à appeler les Occidentaux à récupérer. Les Nations Unies aussi. Et on le voit dans le documentaire, les Nations Unies, ça fait quand même maintenant plusieurs mois, sinon plusieurs années, qu'ils réitèrent la nécessité, pour des raisons notamment humanitaires, que les pays occidentaux récupèrent leurs ressortissants. Et jusqu'à maintenant, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les pays récupèrent l'argent? Bon, certains pays, peu de pays ont récupéré. Ça arrive au compte-gouttes. Certains pays, comme le Kazakhstan, a récupéré quelques centaines. Je pense que le problème majeur en fait, les obstacles sont partout, à toutes les étapes, du camp jusqu'à l'arrivée au pays, où le pays peut être très peu préparé, finalement, dépendamment des pays. La situation est différente au Canada, mais très peu préparé au rapatriement de ce qui est majoritairement, je veux dire, on estime qu'il y a à peu près 60 000 personnes dans ces différents camps, dont 95% sont des femmes et des enfants en bas âge. Est-ce qu'il y a certains pays, par contre, qui s'en tirent peut-être un peu mieux, qui ont mieux planifié les choses? En fait, je dirais que le principe général, c'est d'essayer de faire en sorte qu'ils restent là-bas, en Occident. Donc clairement, la politique et le principe a été d'abord d'essayer de faire de la neutralisation, notamment sur les djihadistes
qui étaient les plus connus et réputés être les plus dangereux. Donc écoutez, des pays comme le Royaume-Uni et la France se sont à peine cachés du fait de commander des exécutions extrajudiciaires, ou en tout cas dans des opérations militaires, de pointer et de cibler des ressortissants ou forces qui étaient au contact. Le deuxième élément, c'est de dire, bon, s'ils ne sont pas morts, on essaye minimalement le plus possible de les faire juger par les autorités, notamment irakiennes. Et là aussi, on a vu quand même beaucoup de documentaires et on a quand même des faits assez établis qu'on pousse beaucoup pour le jugement. Donc, je pense que il y avait aussi l'idée d'un tribunal international qui aurait pu être créé sur place. Effectivement, l'idée d'un tribunal international qui, à mon avis, soulève quand même des enjeux très importants. C'est d'abord le premier, le mandat. Est-ce qu'il va avoir pour mandat seulement de juger les soldats de l'État islamique, ou alors l'ensemble des exactions qui auraient pu être commises dans la région? Donc là, vous comprenez qu'il y a certains gouvernements qui n'auront pas beaucoup d'appétit. Ensuite, le coût des tribunaux internationaux, on le sait, est exorbitant, et le temps. On l'a vu notamment en ex-Yougoslavie, on l'a vu au Rwanda, ça prend énormément de temps. Donc c'est sûr que ça peut être une solution, mais qui n'est pas idoine. Donc je dirais que globalement, quand même, il n'y a pas beaucoup d'appétit parmi les pays occidentaux à voir revenir les djihadistes, mais dont la plupart quand même ont été décédés, même leurs familles, leurs proches, comme le disait la professeure Hassan, les femmes et les enfants non plus. Et au Canada, on n'a pas plus d'appétit que les autres pays, si je comprends bien. Non, d'ailleurs, je pense qu'un des problèmes majeurs, à mon avis, c'est qu'on parle encore toujours, et c'est pour des questions politiques et idéologiques, du retour des djihadistes. J'aimerais mettre véritablement l'emphase que 95% de ces personnes-là sont des femmes et des enfants en bas âge, ce que je n'appellerais pas du tout djihadistes. Je pense que c'est une distraction que de focusser sur quelques individus, si on parle de djihadistes, dont la majorité sont morts ou seront exécutés, ou encore, quand ils vont arriver dans leur pays d'origine, vont être jugés et probablement, s'il y a preuve, emprisonnés et suivront le système judiciaire. Donc je pense qu'il faut se reconcentrer sur la question des droits humains. Il y a des personnes extrêmement vulnérables qui croupissent en ce moment dans des conditions sous-humaines, qui vont être des conditions qui vont développer des traumatismes importants chez les enfants et chez les femmes qui sont là. Et on sait tous que des conditions sous-humaines, des traumatismes répétés, des formes de violence, incluant des violences sexuelles extrêmes, sont des facteurs de vulnérabilité pour entrer dans une trajectoire violente. Donc en ce moment, les pays sont en train de on se dessert finalement. On augmente la dangerosité à long terme. Donc le Canada, malheureusement, a politiquement une attitude de les faire venir. Est-ce que c'est ce qui est dit ne correspond pas à ce qui est fait? C'est une contradiction inhérente, puisqu'au Canada, nous avons un plan de rapatriement et de réintégration. C'est-à-dire qu'en ce moment, il existe un plan multisectoriel et multidisciplinaire au Canada qui s'occupe complète de la prise en charge dès l'arrivée à l'aéroport de ces personnes-là. Mais ce plan-là, parce qu'il y a eu une histoire qui a fait beaucoup couler d'encre au Canada, le New York Times est venu interviewer un combattant, on pense enfin un combattant de Daesh, qui est revenu au Canada, qui était en liberté, qui a raconté ouvertement à la journaliste avoir exécuté des gens, et justement, il était en liberté. Donc, il y a beaucoup de monde qui se sont dit, est-ce que nos lois sont suffisantes? Est-ce qu'on a vraiment un protocole? Qu'est-ce que nous a appris cette histoire-là? À mon avis, la première chose, c'est qu'elle nous a appris que poser la question de le Canada doit-il rapatrier est une mauvaise façon et un faux dilemme, parce que qu'on rapatrie ou pas, rien n'empêche ces gens de revenir par leurs propres moyens. Et l'Europe, à l'heure actuelle, fait exactement face à ça. Donc dans ce contexte-là, et puis après je vais revenir, mais dans ce contexte-là, et je rejoins la professeure Hassan quand elle dit ça, la première raison, elle est certainement sécuritaire. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut laisser dans des camps, finalement, une deuxième génération de jeunes et de femmes se radicaliser, parce qu'on sait que dans les camps, il y a quand même celles qu'on appelle les veuves noires qui contribuent à continuer de radicaliser. Est-ce que finalement, dans une phase où l'avenir de l'État islamique est un peu incertain, il est quand même en recomposition, si tous les pays prenaient leurs responsabilités, on enlèverait finalement des munitions, passez-moi l'expression, mais en tout cas des soldats potentiels aux mains de l'État islamique. Maintenant, la question du retour, c'est vrai que le Canada est dans une situation où parfois c'est difficile de faire la preuve que les individus ont participé, par exemple, à des combats, ont exécuté des gens, etc. Pour une raison principale, c'est qu'ils ont quand même effectivement peu de monde sur le terrain.
à la différence d'autres pays où les services de renseignement sont omniprésents et collectent de l'information. Donc c'est vrai que c'est un défi, mais en France, par exemple, on voit quand même beaucoup de cas de judiciarisation, et je pense qu'au Canada, le principe est quand même là aussi clairement affirmé par le gouvernement. Si on peut poursuivre, on poursuit, et je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'on n'accorde pas de chèque en blanc à quelqu'un qui a commis des crimes. Oui. Donc, pour revenir à ce que vous disiez plus tôt au sujet des femmes et des enfants, vous avez dit, je ne pense pas qu'on peut les appeler les djihadistes. Par contre, on a vu dans certains procès qui ont eu lieu au Canada qu'il y a des femmes qui avaient joué un rôle d'embrigadement assez fort, notamment des Québécoises qui ont joint l'État islamique et qui ont envoyé des vidéos pour essayer d'inciter des hommes à se rendre. Absolument. Est-ce qu'on peut toutes les traiter de la même manière ou comment? Est-ce que c'est pas la question en fait la plus difficile, celle des femmes? C'est en effet une question qui est difficile parce qu'il y a aussi les stéréotypes de genre qui entrent en jeu. Et je pense qu'on a tendance... Alors, pourquoi je dis qu'il ne faut pas appeler djihadiste? Pour la simple raison qu'il ne faut pas utiliser un terme pour représenter des centaines et des milliers de personnes. C'est simplificateur, c'est réducteur, et ça ne fait que nourrir des peurs qui sont irréalistes. Donc, au fait, l'argument principal derrière ça, c'est que parmi ces femmes-là, bien sûr, il y a des femmes qui sont djihadistes, il y a des femmes qui recrutent ou qui ont été recrutées, et ça ne veut pas non plus dire qu'on doit les voir uniquement sous l'angle d'agresseurs, puisque dans ce type de situation, c'est à la fois avoir été agresseur et victime. Donc, moi, la seule chose à laquelle j'appelle, c'est qu'on se calme, qu'on respire et qu'on réfléchisse à la complexité de la situation et qu'on comprenne que nous avons un système au Canada qui est capable de prendre en charge des situations complexes, incluant des situations à haut risque. Bien sûr, le risque zéro existe nulle part. Et je pense que la problématique avec cette entrevue, c'est qu'elle est venue jouer sur cette angoisse en généralisant, en créant une peur d'une seule situation qui se généralise finalement à toutes les autres situations. Donc en ce moment, il n'y a pas, à mon avis, un argument structurel au Canada contre l'arrivée et la prise en charge de ces personnes. À mon avis, l'opinion publique est très difficile. C'est ça. C'est les enjeux de l'opinion publique, c'est des enjeux politiques également. Et bien sûr, je ne suis pas en train de négliger l'enjeu sécuritaire, mais je crois que c'est un enjeu que le Canada est capable de contenir et de structurer. Il y a un cas en ce moment d'une petite fille orpheline, Amina, qui était en très bas âge. Est-ce que ce sera le cas de test pour le Canada? C'est un excellent exemple. Son oncle est en Ontario, il demande à ce qu'elle soit rapatriée. Quelles sont les raisons objectives du non-rapatriement de cette jeune enfant-là? Je veux dire, si on avait des enfants qui étaient dans les mains d'une secte, la première chose qu'on ferait, c'est de demander à ce qu'elle soit sortie de la secte et à la remettre à sa famille et puis à la prendre en charge. Et donc, au nom de quelques djihadistes qui sont dangereux, peut-être de 50% des femmes qui potentiellement sont effectivement dangereuses et qui nécessiteraient un suivi, on ne peut pas condamner les 25 ou les 30 autres. Donc je pense que, est-ce qu'aujourd'hui le Canada a la capacité de recevoir, et puis le reportage introductif le disait bien, une quarantaine de personnes? Je pense que oui. Est-ce qu'il a la volonté de le faire? C'est moins clair. Est-ce que l'opinion publique a une position éclairée sur ce débat-là? Je pense qu'il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Il faut leur donner les arguments, leur expliquer pourquoi finalement on y gagne plus, pourquoi il y a aussi un risque, aussi minime soit-il. Il ne faut pas faire d'angélisme. Et je pense que si on va là-dedans, probablement que les sondages d'opinion, pour une partie d'entre eux en tout cas, pourrait changer un peu, surtout sur la question des orphelins. Merci beaucoup aux deux pour ce tour-là. Vous avez justement fait exactement ce que vous plaidez.